Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. L'année 2020 restera sans doute l'année du sans contact. Adieu, bises, serrage de main, accolades et autres hugs. La distance physique, le paiement sans taper son code de carte bancaire, le télétravail deviennent la norme, tandis que gagne du terrain la séduction à distance via les applications dédiées, l'intrusion des machines parlantes dans nos vies, les achats de biens et de services par l'entremise d'un écran tactile, mais sans interaction humaine. Nos vies ultra connectées au temps de la pandémie de la Covid nous éloignent plus que jamais les uns des autres. Réflexion ce matin sur nos existences qui tendent vers le zéro contact. Et vous, comment vivez-vous cette société du sans contact, cette société où l'on met l'autre à distance? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et à réagir sur la nouvelle application France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse. Bonjour François Saltiel. Bonjour Ali. Vous êtes journaliste, réalisateur et producteur, chroniqueur dans l'excellente émission 28 minutes sur Arte et vous publiez chez Flammarion La Société du sans contact, sous-titré Selfie d'un monde en chute. Bonjour Rémi Guéry. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur adjoint du cabinet Sociovision, vous intervenez régulièrement dans cette émission. Vous avez publié en poche chez Arléa Déconnectez-vous et votre cabinet publie une étude sur l'extension du domaine de la société du sans contact. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Ali Rébéi. Honorable maître de conférences en philosophie, grande spécialiste de Descartes, dernier ouvrage paru au PUF, Être quelqu'un de bien. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Vous êtes thérapeute à Tours et vous avez récemment publié chez Albin Michel Aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Alors François Saltiel, dans votre essai, vous esquissez les contours d'une société du sans contact, une société du sans contact qui aurait régalé les auteurs de récits d'anticipation des années 1940-50. Oui, exactement. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que toute notre existence peut se vivre derrière un écran. Alors on l'a vécu malgré nous pendant ce confinement, c'est-à-dire qu'on communiquait à distance, on travaillait à distance, on manger à distance en commandant de la nourriture à nous. Mais ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que cette distanciation sociale et physique qu'on a été obligé de subir était déjà en germe et en mouvement bien avant. Et finalement, les nouvelles technologies, ce sont leur cœur de business, cette société du sans contact, cette distanciation physique. C'est-à-dire que eux, dans leurs rêves, puisque vous parlez d'utopie ou de dystopie, Ali Rébéi, si on pouvait passer toute notre vie derrière un écran, ils s'en porteraient pas plus mal. Car finalement, c'est un peu ça le modèle qui nous propose. La sociabilité se vit à travers les réseaux sociaux, alors qu'on sait bien que ça travestit les réseaux sociaux la réalité, puisqu'on montre la version améliorée de soi-même, il n'y a pas d'échange profond. Le télétravail, par exemple, pour parler de cet aspect-là qu'on a tous connu de manière assez massive pendant cette période, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on travaille loin les uns des autres, on travaille chacun dans notre coin, et il n'y a plus cet esprit solidaire, cet esprit commun. Comment on travaille ensemble à faire quelque chose. Il y a une sorte d'atomisation du travail. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que les entreprises de nouvelles technologies comme Twitter a proposé à ses employés le télétravail à vie. Donc on voit bien que pour eux, la distanciation physique est finalement un cœur de marché. Elle vous effraie, cette société où nous avons tendance à moins nous regarder, moins nous toucher, moins nous embrasser, à préférer les contacts à distance pour acheter, se séduire, s'aimer? Oui, parce que c'est vrai qu'on s'y est habitué, mais je pense qu'on est toujours un peu choqué, on doit l'être en tout cas, choqué lorsqu'on regarde autour de nous des gens qui sont rivés sur les écrans. Maintenant on le sait, c'est devenu une forme de dépendance, on y passe plusieurs heures tous, les uns les autres par jour, mais du coup on en oublie de regarder ce qui se passe autour de nous. Moi, j'adore justement parfois ne pas regarder mon GPS et provoquer un contact physique humain à quelqu'un pour lui demander mon chemin. Parce qu'il se passe toujours quelque chose dans cette poésie de la rencontre. On va nous dire non, ce bar est fermé, mais celui d'à côté, il est ouvert. Et puis, il va se passer quelque chose d'humain, un échange. Or, on se rend compte qu'on est de plus en plus tenté vers une sorte de raccourci où on vit face à son écran. Et vivre face à son écran, c'est vivre face à soi-même, en fait. À la version de soi-même, à des algorithmes étriqués. Et la sociologue américaine Sherry Turkle nous dit que dans cette société hyper connectée, sans contact, nous sommes plus que jamais seuls ensemble. Oui, seul ensemble, c'est une magnifique formule de Sherry Turkle et c'est ça, on a l'impression qu'on est tous les uns à côté des autres. Je parlais tout à l'heure des cafés, des métros, mais finalement non, on est plongé dans notre réalité. Mais encore une fois, une réalité qui nous ressemble et qui n'est pas la réalité. Or, le plaisir d'être véritablement ensemble, c'est le plaisir de penser contre nous-mêmes. C'est le plaisir aussi d'être confronté à un aspect, des
des paroles divergentes. Or ça, on a tendance à ne plus le vivre. Soit on est face à un miroir qui nous ressemble, soit on est dans une polarité qui est tellement forte et une radicalité qui est tellement forte qu'il n'y a plus d'échanges constructifs. Laurence de Villers. Oui, alors j'irai dans le sens de ce que vient de dire François Saltel, c'est-à-dire que en fait, il faut rester choqué et en même temps accepter que finalement, il y a quelque chose dans ce sans contact qu'on apprécie. Et alors, il faut s'en choquer, mais il faut quand même le prendre en compte. Pourquoi on l'apprécie ? Parce qu'il y a un côté rapide. On ne coupe pas la parole. Enfin, vous parlez du côté positif de la rencontre, de la surprise, de cette altérité du réel qui peut être une beauté, une bonne nouvelle, mais c'est plus rapide. Tout va plus vite. Les relations sociales, on n'a pas besoin de se dire bonjour 3 fois avant de commencer quelque chose. Et les relations, je crois, sont lissées. Parce que justement, il n'y a pas couper la parole, il n'y a pas la force de persuasion, il n'y a pas l'objection, etc. Donc on a l'impression que c'est aussi plus rapide parce que plus lisse. Et puis, ça vous plaît, ça ? Non, je pense qu'il faut qu'on interroge le fait que ça peut nous plaire, qu'effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne. Enfin, il faut l'accepter, ça a fonctionné. Et on continue à fonctionner. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est plus de l'ordre du possible, mais du réel. Alors vous avez raison d'interroger sa réalité, mais n'empêche qu'on a tous recours au virtuel, au télétravail, aux écrans. Le côté négatif qui me plaît beaucoup moins, c'est que j'ai l'impression qu'en dehors de ce lissage des relations, donc de leur rapidité, il y a quelque chose de plus autoritaire aussi. Je pense que en entreprise, par exemple, ça a pu faire naître des petits, un petit caporal de supermarché, pour reprendre les paroles de Souchon. C'est-à-dire qu'il y a une verticalité qui est liée aussi à la passivité qu'on a quand on reçoit ou qu'on assiste à quelque chose qui est en visuel, en visio. Donc je pense que la passivité entraîne un autoritarisme et l'autoritarisme renforce la passivité. Rémi Aude-Guiry. Oui, je souscris assez bien à ce que vous avez dit, François. Néanmoins, il faut bien voir que le confinement a montré que le virtuel nous permettait de rester ensemble. Rappelez-vous, quelques mois avant le confinement, il y avait eu beaucoup de publications parlant de crétins digitaux, de toute une génération qui allait devenir complètement, je pense aux travaux aussi de Sherry Turkle, des jeunes sans empathie, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu pendant le confinement ? Une sorte de revanche du virtuel, c'est-à-dire que le virtuel a maintenu la communication entre les générations, la communication entre les collègues, la communication entre les amis. Elle a préservé énormément de choses. Elle a aussi garanti la sécurité de certains. Donc, comme évidemment, il y a des aspects négatifs, il y a aussi des aspects positifs. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est un moment historique. Vous l'avez dit, d'accélération, c'est-à-dire au fond les usages numériques, on les vit depuis 20 ans. Là, en quelques mois, on a gagné 5 ans probablement. Et moi, je vois le confinement comme une sorte de stage grandeur nature pour tous les Français, puisque le fait le plus frappant de ce confinement, c'est que des gens qui n'étaient pas trop numériques, je pense aux seniors en particulier, s'y sont mis. Donc on est sorti encore plus numérique de cette épreuve. Donc on assiste à une lame de fond. Ah oui, c'est une lame de fond. Encore une fois, je pense qu'on a... Alors évidemment, les GAFAM sont très heureux parce que GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Microsoft. Enfin, ils sont très heureux parce que on leur a formé des bataillons de nouveaux consommateurs. François Saltiel. Oui, ce que vous dites, vous avez raison. Je pense que ce qui est problématique, c'est quand on passe de la nécessité, donc ce qui a été le cas pendant le confinement, à la norme. On va prendre un autre exemple que le télétravail. On va prendre l'enseignement à distance. Vous avez raison, c'est magnifique d'avoir pu réussir à faire encore classe. Sans les outils, peut-être que les enfants ont été complètement abandonnés. Sauf que regardez ce qui est en train de se passer avec des universités comme Cambridge qui disent, tiens, toute l'année prochaine, on sera même plus en présentiel, on va faire l'enseignement à distance. Avant même de comprendre qu'il y avait cette deuxième vague, c'est-à-dire que les universités sont déjà parties sur une idée où finalement l'enseignement virtuel à distance va devenir une norme. Et c'est pas impossible que demain il y aura des enseignements à 50-50. Or quand même, et pour finir, Ali, quand on n'est plus, et puis même tous ici, on a la chance de pouvoir se regarder, même si on a des masques, mais il y a de l'infraverbal qui passe, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Un amphithéâtre, c'est aussi le bonheur d'avoir des amis à droite à gauche et de regarder le professeur. C'est pas de vivre derrière un écran. Ça nous a permis de rester ensemble, mais c'est cet ensemble qu'il faut interroger. Moi, j'ai le sentiment, et vous parlez de l'enseignement à distance, c'est ce sentiment-là que j'ai, c'est que c'est pas ensemble. C'est de la juxtaposition ou de l'addition numérique. Ensemble, c'est l'idée que le tout est plus grand que la partie. Alors que là, on est effectivement tous là, la classe est là, les étudiants sont là, le prof est là, mais on ne partage pas un espace commun. Et ça me semble très important. Ce qu'on a perdu, c'est le lieu. C'est toutes nos activités avec leur support
dans l'espace. Ce qui manque, c'est le lieu, donc la mise en présence. Cécile Guéret. Oui, sur cette question de l'hyperconnexion, il me semble qu'il y a aussi, à un moment, il y a certes les outils qui nous permettent, le confinement qui nous a tous poussés à nous mettre plus, par exemple, moi en l'occurrence, à la thérapie à distance, et pour mes patients aussi. Mais je crois qu'aussi, à un moment, c'est un choix relationnel. C'est-à-dire que ce soit IRL, dans la vraie vie, ou derrière un écran, on peut décider de s'engager dans la relation avec l'autre, pour reprendre l'expression de Martin Buber, du philosophe Martin Buber, de considérer l'autre dans une relation je et tu, c'est-à-dire l'autre comme un alter ego et on s'engage dans une relation pleine avec l'autre, ou de considérer l'autre comme un cela, et ça, on l'a tous connu même dans la vraie vie, de parler de tout et de rien, sauf de la relation, de ce qui nous unit et de ce qui nous affecte dans la relation à l'autre. Et ça, finalement, c'est un choix relationnel. C'est un moment comment, presque éthiquement, on s'engage dans le lien à l'autre, que ce soit dans la vraie vie ou derrière un écran. François Saltiel. Oui, mais justement, vous avez totalement raison dans cette question de l'engagement de l'un à l'autre. Après, pour reprendre les nouvelles technologies, les outils qu'on nous propose et qu'on nous met sous la main sont pas des outils justement d'engagement réel de l'un à l'autre. Par exemple, encore une fois, le télétravail, le fait de plus avoir d'espace commun, de la machine à café, qui était finalement le moment des petites conversations. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Oh, il fait beau, il fait pas beau. Alors on pourrait croire que c'est des conversations insignifiantes qui ne servent à rien. Or, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, non, en fait, ces conversations, c'est le terreau d'une conversation plus profonde. C'est l'installation d'une relation. Donc elles sont nécessaires. On avait même tendance à dire, tiens, on les enlève parce qu'elles nous saoulent. Moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi avec cette période de confinement, c'est qu'on s'est rendu compte de la rareté de ce qui était acquis auparavant et qui ne l'est plus. Moi, je sais pas pour vous, mais je me dis, partager un moment dans un café, maintenant, j'ai l'impression que c'est un acte magnifique. C'était de l'acquis. Et or, c'est, même si c'est plus possible aujourd'hui, mais on revient finalement à l'essentiel. La machine à café, peut-être qu'on aura tendance à mieux la profiter après parce qu'on aura envie de retrouver les autres. Et dans l'équipe de Grand Bien vous fasse, nous tenons à ce rituel du café avec toute l'équipe au Café des Ondes en bas de la maison de la radio. Rémi Oudguiri. Oui, pour rebondir, c'est vrai, par exemple la vague vintage qu'on connaît depuis plusieurs années et qui s'affirme, c'est aussi une nostalgie du monde d'avant, c'est-à-dire du monde où matériel, concret, où il y avait des objets, on s'échangeait les objets. Et cette lame, elle est tellement forte, à mon avis, on peut parier qu'elle va continuer au fur et à mesure de la numérisation du monde. Et dans votre livre, vous montrez très très bien à quel point ces acteurs, ces grands acteurs globaux essayent de nous faire passer le maximum de temps utilisant les algorithmes les plus sophistiqués pour que nous soyons complètement rivés à notre écran. Et c'est vrai que, et là je vous rejoins, et c'est un combat aussi que je mène, je pense, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un pas de côté, il faut laisser les écrans et se déconnecter. Et puis pendant le confinement, quand même, c'était à la fois une numérisation accélérée, comme je l'ai dit, mais c'était aussi la redécouverte de ces moments poétiques dont on a parlé. Tout le monde, enfin nous on a fait beaucoup d'entretiens qualitatifs pendant le confinement, et tout le monde nous a dit, enfin je respirais, enfin je profitais du silence, enfin j'entendais les oiseaux, enfin je les voyais. Et ce monde-là, il faut absolument le préserver parce que celui-là, il passe dans aucun radar et dans aucune machine. Laurence de Villers. Mais je pense qu'il faudrait peut-être même aller plus loin et faire de ce qu'on appelle la déconnexion une véritable discipline, enfin au sens d'un apprentissage et de quelque chose qu'on s'imposera. Enfin, je pense qu'on est assez démunis et on le sera de plus en plus. Pourquoi, me semble-t-il ? C'est parce que ce monde du sans contact, comme vous le montrez si bien, c'est le monde où le résultat prime plus que la relation. Et nous devenons nous-mêmes un résultat. C'est-à-dire que comme les instruments à disposition n'insistent pas sur la relation et permettent qu'elle n'ait pas lieu, finalement, ce qui va compter, c'est l'objectif atteint, le résultat, la production. Donc on va produire un cours, on va produire une séance de thérapie, etc. On va produire une émission de radio, enfin là c'est pas possible, on est quand même ensemble. Et on devient soi-même un résultat. Mais c'est quelque chose qui existait auparavant. C'est une accélération de ce qui était là. L'évaluation, qu'est-ce que c'est ? C'est accepter soi-même d'être un objet, d'être un résultat qu'on va apprécier ou pas. Oui, et j'ajouterais en plus de ces moments de déconnexion effectivement nécessaires, comment est-ce qu'on peut être attentif, chacun dans nos vies, à déployer la relation, à la vivre pleinement avec l'autre. Vous savez, c'est ces petits moments d'éternité partagée, en fait, où quand on est vraiment en relation avec l'autre, il y a quelque chose qui nous nourrit profondément. Et comment on peut s'en nourrir, on peut la déployer, et savoir que ça existe.
d'une certaine façon, qu'on en vaut la peine, comme ça aussi conforte notre humanité dans le lien à l'autre. Et ça, je trouve ça important de chérir ces moments-là. Allez, n'hésitez pas à nous dire comment vous vivez cette société du sans contact au 01 45 24 7000, sans oublier l'application France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Et je suis très fier donc de vous annoncer la sortie en kiosque et en librairie du premier numéro de la très belle revue Grand Bien vous fasse, coécrite avec Christilla Pelledouel et intitulée Que dévoilent nos émotions. J'en suis très fier. C'est la première revue éditée par France Inter et Prisma Presse. Vous retrouverez dans cette revue des dossiers, des interviews et des éclairages sur les émotions avec les historiens Georges Vigarello et Michel Pastoureau, des éthologues comme Jessica Serra et Boris Cyrulnik et évidemment notre psychiatre Christophe André. Alexien Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Adèle Caglar. À la réalisation, Stéphanie Texier. Bon bah alors on fait quoi maintenant? Grand Bien vous fasse. Un Scrabble? À lire et BI. Hein, un petit Scrabble? Bah tu vois que t'y prends goût. Quand on n'a pas le choix. Sur France Inter. 10h26 et on s'intéresse à la société du sans contact, moyens de paiement, relations sociales, amicales, amoureuses, travail, achat sur Internet. Dites-nous comment vous vivez cette époque qui tend vers le zéro contact au 01 45 24 7000. Alors Cécile Guéret, je rappelle que vous êtes thérapeute. Dans votre cabinet à Tours, vous recevez des patients qui souffrent de cette société du sans contact, cette société où le toucher n'a plus le droit de citer. Oui, je reçois, disons que je dirais plus largement, je reçois des gens qui manquent de relation, du lien à l'autre, en fait, qui ont mal dans la relation à l'autre, dans le besoin de relations engagées et soutenantes avec l'autre. Et ça se manifeste aussi beaucoup avec énormément de troubles anxieux, des phobies, des crises de panique, des troubles anxieux généralisés. Alors évidemment, on est dans un climat extrêmement anxiogène, il y a de quoi être anxieux en ce moment, quand même, très très objectivement. Mais ça parle aussi, je trouve, d'une certaine manière d'un symptôme social assez caractéristique de notre époque, du manque de soutien, de lien à l'autre et de soutien social. Parce qu'on peut voir aussi le trouble anxieux comme en fait une faille relationnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, face à un climat anxiogène ou quelque chose qui crée de l'angoisse, on ne peut pas s'appuyer sur l'autre, on ne peut plus tout à fait comme avant s'appuyer sur les filets de sécurité, même sociaux, l'assurance chômage, tous ces filets qui finalement sécurisent aussi en termes de société, et aussi sur l'autre comme lien, comme appui sécure en fait pour nous rassurer. Il y a un sens qui sécurise, c'est le toucher, Cécile Guéret. Dès les premières heures de notre naissance, le toucher est essentiel dans notre développement physique et psychique. Et la recherche scientifique montre la nécessité, les bienfaits extraordinaires du pot à pot entre le bébé et ses parents. Oui, le toucher est absolument vital pour notre développement psychique. Alors évidemment pour le nourrisson, mais même jusqu'à notre mort. Et on sait d'ailleurs pour les personnes âgées comme une caresse est intensément vécue, intensément ressentie. Alors il y a évidemment tous les psychologues spécialistes de la petite enfance, tous les théoriciens de l'attachement qui ont bien mis en évidence la nécessité du toucher comme un lien vital. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette expérience, vous savez, de Harry Harlow dans les années 50, où assez cruelle d'ailleurs, sur les jeunes macaques Rhésus, où il démontrait, alors je le dis vraiment de manière très résumée, puis il y a eu énormément d'expériences, donc c'est la plus connue et c'est vrai qu'elle est assez parlante. En fait, le petit singe choisissait la marionnette, disons, qui était chaude, avec un toucher réconfortant, plutôt que la marionnette froide, qui avait pourtant de la nourriture, qui avait à manger. Donc finalement, le petit singe, il choisit plutôt la tendresse, c'est là qu'il construit son attachement. Et rappelons qu'un nourrisson, un bébé qui n'est jamais touché, ou très très rarement touché, caressé, peut se retrouver dans une grande détresse psychologique. Dans une grande détresse psychologique. Il peut se laisser dépérir. Bien sûr, il peut se laisser dépérir. Et ce qui a été aussi mis à jour ces derniers temps, c'est que la caresse, par exemple, dans la manière de sentir le toucher, parce que il y a différentes fibres tactiles en fait mises qui rentrent en jeu dans la question du toucher. Et la caresse, notamment, c'est ressenti dès les premiers instants de la naissance. Donc c'est vraiment une manière de toucher qui est extrêmement importante pour le nourrisson. Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes philosophe. Oui, le toucher, c'est le sens du lien, de la sécurité. Vous l'avez dit, moi j'irais même plus loin, c'est le sens de la consolation. C'est-à-dire que une caresse, elle fait naître, elle me fait comprendre qu'il y
avez comme un chagrin inaperçu en moi et qu'on vient m'apporter la consolation. On vient satisfaire un besoin de consolation. En fait, cette société du sans contact, elle nuit et au corps et à l'esprit. Mais elle nuit au corps, c'est évident, parce que on escamote la rencontre, la mise en présence, la confrontation aussi. On n'est jamais complètement à l'aise avec son corps. Donc les relations qui se passent virtuellement ou par SMS, même sans la voix, en fait, elles escamotent le corps et on escamote aussi l'esprit. Alors je vais dire un gros mot, vous le permettez. C'est en fait, on a une vie intérieure. Enfin, on n'est pas obligé d'être habité par des idées métaphysiques, mais il y a une sorte de flux, de ressac en nous, d'un ressac intérieur. Et je crois qu'en fait, d'être extériorisé en permanence dans les instruments qui le permettent, ça fait qu'on sait plus tellement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, je crois que ça escamote l'esprit dans la vie intérieure et le corps dans la rencontre. Heureuse ou malheureuse d'ailleurs. François Saltiel, je rappelle que vous publiez La Société du sans contact. Oui, juste un petit mot pour rebondir sur ce que vous disiez justement sur l'absence de caresses, etc. Je trouve qu'on ne s'est pas assez interrogé justement sur les effets négatifs de la distanciation physique, notamment dans les EHPAD. Vous parlez des bébés, mais on peut aller de l'autre bout de la pyramide des âges aussi chez les personnes qui sont dans les dernières années de leur vie. On sait très bien que cet isolement a tué. Cet isolement a tué parce que ne plus voir ses amis, ne plus voir ses proches, ne plus voir sa famille a peut-être tué tout autant que le virus, que la menace du virus. Donc, je ne veux pas du tout rentrer dans des propos polémiques, mais en tout cas, interrogeons-nous quand même sur les effets de cette distanciation physique. Pour revenir sur les bébés, depuis quelques semaines maintenant, dans les crèches, les puéricultrices ont l'obligation de porter un masque. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Vous parlez justement du visage. On sait que le visage, je ne vais pas du tout aller sur votre terrain, mais est un guide émotionnel. Le bébé se construit en regardant un visage. Aujourd'hui, ce visage est composé d'un masque. Donc, si on s'amuse à faire une sorte de petite dystopie, un enfant peut naître dans une maternité où la femme, d'ailleurs, dans certaines, est obligée de porter un masque au moment de l'accouchement. Donc, le premier regard posé de cet enfant sur sa mère est masqué. Dans les premiers jours de sa vie, il va revenir dans des crèches où les puéricultrices seront masqués. J'ose imaginer que le masque va disparaître un jour dans notre société, j'espère le plus vite possible. Mais tout ça pour dire que cette distanciation physique est peut-être très importante. Elle n'est pas assez, à mon sens, questionnée. Elle n'est pas assez questionnée. On part sur les mesures sécuritaires, sanitaires, mais en tout cas, interrogeons-nous sur les effets à long terme. Cécile Guéret. Oui, c'est vrai que la question du masque pour les bébés, notamment dans les crèches, c'est vraiment une question essentielle. Il y avait eu une excellente chronique, une tribune parue dans Libération, par 2 psychologues cliniciennes qui s'appelait Ne jetons pas les besoins du bébé avec l'eau du bain, que vraiment je vous invite à lire parce que elle montre bien, sans dramatiser non plus, parce que ce qu'elles disent aussi, c'est que en moyenne un enfant il passe 5 heures en France, 5 heures à la crèche, et que par ailleurs il est en famille, il voit ses parents qui sont pas masqués et tout ça, mais elle pointe vraiment quand même les conséquences que ça peut avoir sur le développement psycho-affectif des enfants. Et il me semble que et notamment sur les enfants qui passent beaucoup de temps à la crèche ou qui sont vulnérables par ailleurs. Et il me semble absolument essentiel que dans les crèches, il y ait des masques inclusifs, il y ait des masques transparents. C'est absolument, les enfants, ils arrivent à 2 mois et demi à la crèche. C'est vraiment c'est essentiel qu'ils voient le visage des personnes qui les entourent. Rémi Oudguéry. Oui, vous avez parlé de dystopie, ce monde sans contact, mais moi j'ai presque envie de dire que c'est presque la réalité. Je pense en particulier à ce qui se passe en Corée du Sud. Comme en France, ils ont un plan de relance national, c'est dirigé par le gouvernement coréen, et leur ambition, c'est de devenir la première économie au monde sans contact. C'est clairement le nom qu'ils utilisent. Qu'est-ce que ça veut dire une économie sans contact? C'est qu'on favorise au maximum les relations humaines sans contact. Ça passe par les robots, ça passe par les intelligences artificielles, l'automatisation de tout ce qui est possible de faire. Le gouvernement soutient massivement la vie à distance. Et évidemment ensuite ça va aller dans toute l'Asie et probablement dans le monde entier. Je veux dire, ce sujet-là, c'est un sujet majeur des 10 prochaines années, et il y a aujourd'hui, y compris impulsé par la puissance publique, des plans massifs de mise à distance des gens. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le sans contact, c'est l'ultra-connexion. On est d'accord, hein, si on prend l'exemple du paiement, c'est je donne plus de liquide, je donne ma carte bleue, donc je suis dans une connexion. Et l'ultra-connexion, c'est l'ultra-surveillance. Parce que finalement, on est dans une société de la trace. La société du sans contact, c'est la société de la trace. Je ne peux plus faire un mouvement sans être tracé. C'est encore évidemment une autre problématique, celle de la surveillance, mais comme vous évoquiez justement ces exemples étrangers, on va aussi vers une société où on est de moins en moins les uns avec les autres, mais de plus en plus surveillés. Une société de la trace, mais sans archives. C'est-à-dire, ça ne reste pas. C'est comme si nos actes ne comptaient pas vraiment. Payer sans contact, c'est comme si on payait pas vraiment. Donc, c'est un paradoxe. Je pense effectivement qu'on n'est pas en train de parler d'utopie ou de dystopie. Nous sommes en train de parler, c'est prémonitoire, Ali, cette émission. Et je pense que le télétravail, c'est une nouvelle phase
dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a eu l'open space qui était un scandale mais qui s'est maintenu. Et là, il n'y a plus de space du tout. C'est-à-dire que le travail n'est plus un lieu. Et donc ça empêchera, vous parliez de la machine à café, mais combien d'idées, par exemple dans l'édition, sont nées d'idées de livres dans les couloirs. Bien sûr. Parce qu'on est mis en présence. Donc je pense qu'après l'open space, il y a l'open tout court. Et la facilité de licencier les gens aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, le télétravail, c'est la chaise vide. C'est-à-dire que Ali Rebéi n'est pas là ce matin. Où est-ce qu'il est ? Bah tiens, il doit être sans doute en télétravail. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il fait des émissions de radio, on pourrait le signifier. Mais le jour où il est plus là, on s'en rend pas compte et personne n'est là pour le pleurer. Uber a quand même licencié à distance 3000 personnes en les désactivant. Donc, à travers un écran, et 3000 personnes qui sont du jour au lendemain désactivées en perdant leur emploi. C'est d'une violence folle, qui est permise justement par l'écran. Et pour finir, quand on parle de médecine, il y a aussi de plus en plus, donc la télémédecine qui peut être merveilleuse, on est d'accord, hein, quand on peut être soigné à distance dans des zones qui sont complètement des déserts médicaux, sauf que on s'en sert aussi pour annoncer. Aux États-Unis, il y a un homme qui a appris sa sentence, que le diagnostic était mortel, sans concert, derrière un écran, avec un médecin à distance. Vous imaginez un peu l'inhumanité, vous parliez de la caresse, du regard, du côté sensoriel, là c'est l'écran qui vous annonce que c'est la fin de vos jours. Je vous propose d'écouter Sébastien Boller, le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. C'était dans Brut en mai dernier. Il y a quelque chose qui passe par la présence en chair et en os d'une personne qui n'est pas remplacée par le numérique. Et il y a un aspect crucial de ce point de vue-là qui est le toucher, puisqu'on sait que la souffrance liée à la solitude est très bien compensé par un contact physique. Quelqu'un qui vous serre l'avant-bras, la main, qui passe une main sur votre épaule, qui vous serre dans ses bras. Il y a énormément d'expériences qui ont montré que ça fait reculer le sentiment d'angoisse. Et même dans certaines expériences, la douleur physique. Des expériences montrent par exemple que si vous êtes soumis à des électrochocs et que vous avez la possibilité de tenir la main d'une personne qui vous est chère, la perception de la douleur diminue. Et pour aller dans ce sens, dans le sens de Sébastien Boller, la journaliste Maroussa Dubreuil, dans Le Monde du 15 décembre 2019, cite la chercheuse Tiffany Field qui nous dit la chose suivante. Nos dernières études montrent que le massage réduit les symptômes de troubles post-traumatiques chez les anciens combattants, diminue la douleur et augmente l'amplitude des mouvements chez les personnes souffrant de douleurs à la hanche. Le toucher est l'antidépresseur naturel du corps. Cécile Guéret. Oui, effectivement, il y a diverses études qui montrent. Alors, on peut regarder ça sous du côté hormonal, avec la sécrétion d'ocytocine qui rassure, qui fait du bien et tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi dans certaines études sur la question du massage ou du toucher à l'hôpital, c'est que les patients font part de leur sentiment d'humanité. C'est vraiment comment, dans la relation à l'autre, on se sent à nouveau, ou on se sent encore plus appartenir à la communauté des humains. Et ce que je trouvais terrible sur ce qui était dit tout à l'heure sur la question de cette société totalement sans contact qui est annoncée, c'est que ça a été très fort d'ailleurs pendant le confinement. Moi, j'ai beaucoup entendu ça chez mes patients, la prise de conscience des touchés quotidiens. Alors, on disait tout à l'heure à la machine à café, comme on s'effleure, on se tape dans le dos et tout ça, du besoin de toucher l'autre et d'être touché. Et là où c'est essentiel, il y a la question de la tendresse, du contact avec l'autre et tout ça, mais c'est aussi que finalement, le manque de contact corporel, ça peut aussi atteindre le sens que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vit pas en autarcie, complètement coupés les uns des autres. On a besoin des autres pour vivre et on a besoin, d'une certaine manière, de ce corps vécu, de ce corps incarné dans la relation à l'autre pour se sentir exister. Ce serait si grave que ça si on ne se touchait plus, si on ne se serrait plus la main, si les embrassades étaient définitivement banni. Ce serait catastrophique, oui, ça me semble être vraiment absolument mortifère. Mais dans le même temps, de plus en plus de gens éprouvent une répulsion, voire une peur panique d'être touchés, et cela peut même peut-être déboucher sur des pathologies, des phobies. La peur panique d'être touché s'appelle l'aptophobie. Oui, mais dans les troubles anxieux, on peut aussi regarder la phobie comme un appel à la relation. C'est-à-dire que le symptôme, c'est un appel à la relation, c'est un appel à l'autre. On a besoin de l'autre, en fait, à un endroit où nous-mêmes, on tombe dans une faille, dans un trou, dans une angoisse. François Saltiel. Oui, je trouve ce qui est dommage justement dans la période dans laquelle qu'on traverse, c'est que vous parliez de serrer la main, à la base, il me semble que c'est un geste pacifique pour dire regarde, je ne suis pas armé, tu n'es pas armé, on se touche, donc on se serre la main. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un geste qui peut amener une menace, qui peut amener finalement, si j'exagère un tout petit peu, la mort. Donc on est passé du geste pacifique de je ne suis pas armé, je te tends la main, à potentiellement je t'amène le virus. Rémi Guéry. Oui, juste pour compléter, parce que la grande question, c'est est-ce qu'on peut avoir des liens authentiques et durables
par écran interposé. La réponse après 20 ans de numérisation active, c'est pas vraiment, parce que quand on regarde les jeunes aujourd'hui, dans nos enquêtes, ce sont ceux qui se sentent le plus seuls. C'est quand même un paradoxe. C'est les plus connectés. Ils sont tout le temps en lien les uns avec les autres, et puis ils éprouvent des sentiments d'angoisse, d'isolation, de solitude. Et le sentiment de solitude a beaucoup progressé ces derniers mois. Et nous accueillons Denis. Bienvenue, Denis. Merci, bonjour. Bonjour, d'où appelez-vous, Denis ? Alors j'appelle de Riec-sur-Bellon en Bretagne. Bien, très bien. Alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour ? Voilà, alors moi je suis peut-être un tout petit peu en retard, mais c'est normal. Donc je vous appelais en réaction par rapport au télétravail. Et même d'une manière générale dans l'émission, je trouve la qualité de votre débat très haute et je trouve très intéressant les idées que vous brassez. Il y a aussi une réalité, et dans les entreprises, la réalité des relations entre les gens, dans la plupart des cas, n'est pas une réalité de relation humaine réellement, on va dire, épanouissante, communicante. Je crois qu'il y a une de vos invités qui parlait du contrôle à un moment que permettait le numérique, mais le contrôle du regard d'un chef sur votre travail, du fait que vous passez trop de temps à boire votre café, pas à la machine à café, mais sur le coin d'un bureau au risque de le renverser sur votre clavier d'ordinateur parce que vous devez terminer quelque chose rapidement, c'est aussi une réalité quotidienne. Et le télétravail, en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma femme, nous a permis le contraire, c'est-à-dire de travailler plus sereinement, de continuer à avoir au contraire des contacts, c'est-à-dire que on avait des contacts humains avec ses proches qui étaient là, au rythme qu'on souhaitait. On a la chance d'avoir un jardin, on sortait écouter les oiseaux, on se reconnectait, mais avec la nature, curieusement. Donc le télétravail, c'est pas seulement une hyperconnexion, c'est numérique, je veux dire. C'est aussi une possibilité de se reconnecter avec des relations un petit peu plus sereines, plus paisibles. Voilà. C'est très intéressant ce que nous dit Denis, Laurence de Villers. Je pense qu'à partir de ce que dit Denis, on voit deux choses. L'avènement, et c'est déjà acté, d'une société du fonctionnement. C'est-à-dire vraiment, je déplorais le fait que le numérique, l'ultra-connexion, lisse les relations. C'est-à-dire qu'effectivement, on est vers le résultat et le fonctionnement. Donc, il y a à la fois une société du fonctionnement et donc, d'une certaine façon, de la surveillance. Moi, j'appelle ça l'évaluation. La société de l'évaluation, mais qui est une forme de surveillance. Et puis, il y a un repli vers, Denis l'a dit, les proches. Donc, on va avoir en fait deux sphères, sans entre-deux, sans milieu. Ça va être à la fois l'ultra-connexion qui crée sa propre solitude, qui crée sa virtualité. C'est-à-dire que, vous savez, quand on a passé une journée devant un écran, on a l'impression qu'on n'a rien fait. On est fatigué, mais on n'a pas œuvré. Il manque ce côté faire œuvre. Et puis, il y aura ce repli vers un esprit de cercle. Je vais être vers mes proches, vers la nature, mais d'une certaine façon, ça m'isole aussi. Cécile Guéret. Oui, ce qui me semble important aussi, c'est de voir qu'il y a certes ce mouvement vers le son contact, plus d'écran et tout ça, mais par exemple, mais en fait, ce qui me vient, c'est que je voudrais pas idéaliser non plus. D'une certaine manière, ça fait partie d'un système plus large, c'est-à-dire que la vie en open space, et moi, pour en avoir soupé de la vie en open space, non, ça n'est pas humain, l'open space, c'est l'enfer. Et c'est pas vrai qu'on peut avoir des relations nourrissantes en open space. Je veux dire, le fait de considérer les employés comme des consommables et des jetables, alors bien sûr avec Uber le licenciement en visio c'est d'une cruauté, d'une violence inouïe, mais je veux dire les gens qui déménagent les usines dans la nuit, c'est IRL, c'est dans la vraie vie, ça se passe pas derrière un écran, et c'est aussi part de ce système qui déshumanise l'autre. IRL, in real life. En bon français. François Saltiel. Oui, juste pour nuancer sur le télétravail et puis reprendre un peu les propos de Denis. Évidemment, il y a des gens pour qui ça a été génial de pouvoir déjà ne plus faire des déplacements qui étaient un petit peu coûteux, de pouvoir rester chez eux, de pouvoir profiter un peu de leurs enfants, etc. Mais en tout cas, quand il parlait de la confiance, s'il a une confiance avec son employeur, il aura de la confiance dans le sans-travail et dans le télétravail. Mais quand vous avez déjà pas la confiance avec votre employeur dans l'open space, alors le télétravail est encore pire. Et là, on a vu arriver beaucoup de logiciels espions où l'individu est seul, angoissé et se sent
champ épié en permanence, et là c'est un peu la double peine. Rémi Audeguiry. Oui, juste pour compléter, c'est que un télétravailleur sur deux a plutôt apprécié cette expérience, mais il y en a quand même un sur deux qui est plutôt sceptique. Donc en réalité, l'expérience qui nous a été relatée là est tout à fait positive. Elle correspond à ce que beaucoup de gens ont vécu, notamment ceux qui avaient la chance d'avoir l'espace et le niveau de confort et le bon réseau aussi. Mais il y a eu une grosse partie des gens qui ont souffert d'isolement, de solitude, voilà, et de la difficulté à s'organiser seul. Merci beaucoup Denis d'avoir partagé vos réflexions ce matin. Tiens, Rémi Audeguiry, j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur une enquête que vous avez réalisée avec votre cabinet Sociovision. 2020 a vu le fait que la crise sanitaire a accéléré le passage vers la société du sans contact. Là, vous l'avez bien mesuré. Oui, tout à fait. Je vais juste donner peut-être 2-3 chiffres pour le faire comprendre. Par exemple, aujourd'hui, il y a en 2015, environ la moitié des Français, de temps en temps, remplissaient des formalités administratives, les impôts, etc., en ligne. Aujourd'hui, c'est 83%. Et les plus âgés, c'est même plus important. C'est dire qu'en quelques années, les gens se sont totalement habitués à avoir une relation à distance avec l'administration. De même, les banques. 60% des Français aujourd'hui gèrent à distance leur banque. D'où le problème des banques. Ça pose la question des lieux. Qu'est-ce que deviennent les lieux s'ils sont désertés? Et on peut prendre aussi l'exemple de la commande vocale, qui est aussi une façon de vivre sans contact, à distance. 19% des Français, cette année, au moins une fois par semaine, ont communiqué à leur assistant vocal pour demander des informations, etc. Donc on s'habitue peu à peu, et ce que montre l'enquête, c'est que ça va à une vitesse de plus en plus forte, et ça veut bien dire qu'on est en train d'aller vers cette numérisation avec ce grand rêve qui est peut-être devenir des machines nous-mêmes. Allez, dans quelques instants, on s'intéressera aux rencontres amoureuses sans contact au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi sur France Inter. 10h49 et on s'intéresse ce matin à la société du sans contact. N'hésitez pas justement à nous contacter au 01 45 24 7000. Je suis entraîneur de boxe, donc moi c'est inconcevable de ne pas avoir de contact, donc, parce que déjà ça m'empêche de travailler et c'est surtout que les gens ont besoin de ça. On peut plus sortir, les bars sont fermés maintenant, du coup on peut même plus sortir avec nos potes dans des bars et il fait moche. Du coup, on sait même pas quoi faire maintenant. Très difficile, parce que je n'ai pas pu me rencontrer avec ma famille. On ne peut pas se serrer, on peut plus, voilà, c'est ça. C'est ces choses-là. On peut plus s'embrasser comme on avait l'habitude. Je sais pas si supprimer la bise, c'est pas une mauvaise chose. Déjà, on aura moins de gastro en hiver, donc c'est pas mal. Il y a des liens qui se sont renforcés, ça s'est vu notamment pendant le confinement, quand il y avait tous les voisins qui faisaient des fêtes entre balcons et tout ça, je trouvais ça assez sympa. Je pense que ça met de la distance physique entre les gens qui ne se connaissaient, ça va freiner les rencontres, mais par contre, par exemple, nous on se connaît, donc on se tient généralement assez informé de qui est malade et qui l'est pas, et j'avoue qu'on se met pas trop de restrictions sur les bises ou les câlins. Il n'y a plus de contact physique, mais il reste des contacts, les gens restent en contact et s'entraident, je pense, plus depuis le Covid. Propos recueillis par Manon Cancé hier dans les rues de Paris. Et Mireia nous écrit « Je ne paye pas sans contact, je ne vais pas aux caisses automatiques, mes amis je les contacte, je souhaite les anniversaires en vrai ou au téléphone. Si la distance est grande, je n'utilise pas WhatsApp et autres applications similaires. Bref, je privilégie le contact. J'ai bien peur que ce moment sanitaire amène des sans contact à l'excès et que nous perdions beaucoup de l'essentiel. François Saltiel, je rappelle que vous publiez La Société du sans contact. J'aimerais qu'on s'intéresse au contact visuel. Dans la société du sans contact, nous avons de plus en plus tendance à nous éviter du regard. Dans les transports en commun, il est banal aujourd'hui de se plonger dans son smartphone, sa tablette, parfois son livre ou son journal. Regarder quelqu'un, même de façon non insistante, peut provoquer du malaise. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on a les yeux rivés sur un écran, on regarde pas autour de soi. Ça paraît tout simple, mais en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand on est sur cet écran, c'est pas comme quand on lit un journal ou quand on est dans un livre. Déjà, on n'a pas tous nos sens qui sont captés. Ensuite, vous savez, il y a un truc tout bête. Sur un journal, vous lisez un article, j'ai hâte de lire d'ailleurs la revue de Grand bien vous fasse, il y aura bien un point à un moment donné, avec une signature. Ça veut dire que c'est terminé. Donc ce point et cette signature, pour moi, ça m'offre un temps de respiration qui fait que je peux lever les yeux et regarder
Rémi qui est à côté de moi et échanger, etc. Sur les réseaux sociaux, ils sont faits de telle manière que ces fils d'actualité, vous l'avez vu, si vous les expérimentez, ils sont sans fin. Il n'y a pas de fin. On peut scroller à l'infini, à l'infini, à l'infini, et on est toujours rattrapé par quelque chose. Donc cet outil, il n'a pas été fait de telle manière, il n'est pas neutre. Il est fait de cette manière-là pour capter notre attention le plus longtemps possible. Autre petit exemple, si vous regardez pareil Netflix ou d'autres plateformes vidéo, les épisodes s'enchaînent à 6 secondes. Avant, c'était 15 secondes, on est passé à 6 secondes. 6 secondes, le cerveau n'a pas le temps de se dire « ce n'est pas raisonnable pour moi d'aller sur l'épisode suivant, je suis embarqué ». Donc on est embarqué avec ces technologies vers une course en avant. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver le point final pour pouvoir respirer. Laurence de Villers, philosophe. Ce flux infini, ça mime l'éternité. Et quand Rémi disait peut-être devenir nous-mêmes des machines, mais ça paraît incroyable de le dire, mais demain c'est aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a en nous un rêve de devenir robot. Pourquoi ? Parce que le robot, me semble-t-il, c'est l'équivalent de l'ange. Il est immatériel, il n'a pas de corps, donc il connaît pas le temps, il connaît pas la durée, il connaît pas la succession, donc il connaît pas le point à la fin de la phrase, et il connaît pas tous les aléas que nous connaissons, nous humains, les ratés, les achoppements, les erreurs, la beauté, la laideur. L'ange est toujours beau, hein, vous avez remarqué. Donc il n'a pas toutes ces caractéristiques que on aspire d'une certaine façon, de façon peut-être malsaine, mais qu'on aspire à gommer. Donc je crois que oui, il y a un devenir robot dans ce qui nous est proposé. François Saltiel, dans la société du sans contact, le premier regard de la séduction s'échange de plus en plus derrière un écran. Oui, alors là, je vois qu'on va vers les applications de rencontres. Ce qui est intéressant avec les applications de rencontres, c'est la fausse promesse. On nous promet justement un désir d'infinité de possibilités des rencontres. C'est-à-dire que, alors, effectivement, déjà, le contact ne se fait plus en se regardant, en échangeant, il se fait derrière un écran, et puis il est plus violent, parce qu'il suffit d'un pouce vers la droite ou vers la gauche pour envoyer l'autre dans les limbes de l'Internet. Donc, il y a aussi des rapports comme ça qui sont plus violents, qu'on se permettrait pas de faire en face à face. Même si quelqu'un vous ennuie un peu, il y a la politesse qui va faire que vous allez rester 5 minutes de plus avant de lui dire excuse-moi, il faut que j'y aille. Avec l'écran, on s'embarrasse pas de tout cela, donc il y a une rapidité, il y a une violence aussi, et il y a aussi cette notion de performance, c'est qu'il faut trouver tout de suite la personne qui nous va, donc on essaye moins, on tente moins. Et quand je parle de la promesse de l'infinité des possibles, alors encore une fois, hein, les applications de rencontres peuvent être très utiles quand même quand on vit dans des territoires abandonnés. Il y a plein de gens qui se sont mariés quand même avec des applications de rencontres, c'est pas qu'un discours publicitaire, ça arrive. Mais néanmoins, la tendance de fond, c'est quand même cette idée où on a l'impression qu'on peut rencontrer tout le monde. Donc au début, les gens sont avec un effet de dopamine, comme ça un peu enchanté, un boost de notoriété. Ah mais lui m'a plu, je plais à plein de gens. Et derrière, il y a souvent une phase de désenchantement. Déjà parce que quand on rencontre les gens, on a souvent tendance à les comparer. Donc on est dans une comparaison systématique, immédiate. Et puis on se dit je peux toujours trouver mieux. Donc on a tendance à lâcher aussi la relation dès le moindre problème. Et enfin, on a compris après plusieurs enquêtes que la manière dont ces algorithmes étaient faits, ils ne vous offrent pas une infinité des rencontres, la multiplicité des possibles. Ils vous offrent une rencontre qui est étriquée finalement, étriquée en fonction de vos suggestions. Et pour finir, finalement, vous ne pouvez rencontrer que des gens qui appartiennent à la même catégorie que vous, avec une note cachée qu'on a appelée l'Elo-score. Cécile Guéret. Oui, alors oui, c'est effectivement c'est la question de la rencontre sur Internet et par les applis, et c'est vraiment un mouvement de société vraiment passionnant. Je souscris assez avec ce que vous venez de dire. Et ce qu'il y a aussi, moi j'ai beaucoup entendu, alors je sais pas, ça vaut pas étude sociologique, mais en tout cas ce que j'ai beaucoup entendu de mes patients ces derniers temps avec le confinement, et c'est que il y avait quand même beaucoup plus ces derniers temps le temps de rencontrer l'autre, le temps de la séduction, le temps de moins catégoriser l'autre et de moins catégoriser la relation et de faire un petit peu moins vite que d'habitude. Next, je passe à quelqu'un d'autre. Bonjour Florent, bienvenue. Bonjour. Nous concluons en quelques mots avec vous. Oui, merci beaucoup. Je vous appelais d'une petite vallée dans les Hautes-Alpes, et nous, avec les habitants, on a durant le confinement, on a ressenti le besoin de recréer un vrai réseau social palpable et intergénérationnel. Et du coup, on va créer un lieu associatif et culturel et solidaire. On pourra se rencontrer, partager des repas, des verres, des ateliers, des événements. C'est où? Dites-nous où c'est, Florent. C'est où? Dans la vallée de la Valouise, dans les Hautes-Alpes. Et on a lancé un financement participatif sur Helloasso, si jamais.
Hello Asso. Merci beaucoup Florent. Tiens, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Comment retrouver le goût du contact dans nos vies, François Saltiel? Alors très simplement, je pense qu'on doit, vous parliez tout à l'heure de cette obligation de déconnexion, je pense qu'il faut qu'on arrive à reconquérir notre liberté d'attention. Il faut considérer que cette liberté d'attention, elle n'est pas acquise, il faut la combattre, il faut donc la reconquérir. Et deuxième chose, puisqu'on a beaucoup parlé aussi des rapports transgénérationnels, l'éducation média, l'éducation numérique est quelque chose de capital. On n'a pas le temps de le développer maintenant, mais je pense que ça serait une vraie politique de la mettre en place de manière systématique pour que les nouvelles générations savent utiliser ces outils pour pouvoir mieux les dompter. Rémi Guiri. Oui, et puis il y a votre livre, il y a une exergue où vous dites, je crois, alors je sais pas si à vos enfants, vos amis, de lever les yeux vers le ciel. Moi, je dirais que c'est ça qui manque dans la société d'aujourd'hui. On ne lève pas suffisamment les yeux vers le ciel. Il y a les anges dans le ciel, mais il y a aussi les nuages, et il y a la gratuité simplement. Et je pense que le confinement a donné à pas mal de gens l'envie de regarder le ciel et de retrouver l'envie de le dire et donc de partager. Laurence de Villers. Lire surtout, et lire Bouvier, l'usage du monde. Nicolas Bouvier. Cécile Guéret. En prenant, je pense, grand soin de la relation et en explicitant peut-être plus qu'avant ce qui avant ne se disait pas, en disant plus je suis vraiment contente de toi, ce moment passé avec toi, ça me fait du bien, j'aime passer ce moment avec toi. C'est-à-dire qu'avant, ce qui passait par le non-verbal, là on a peut-être un petit peu plus besoin de l'expliciter et de se le dire, et ça c'est bon. Et j'étais très content de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup François Saltiel. Je recommande La Société du sans contact, selfie d'un monde en chute. C'est publié chez Flammarion, et je recommande également l'ouvrage de Rémi Oudguiri qui s'appelle Déconnectez-vous. C'est ça, hein, oui. C'est en apprendre poche. À vivre dans la connexion, dans Exactement. Un monde de la connexion générale. Et Laurence de Villers, c'est être quelqu'un de bien, hein, au PUF. Et Cécile Guéret. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, sur l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Allez, demain, on s'intéresse à l'imagination nécessaire à notre survie, surtout en ce moment.